très concret, je vous explique comment ça va fonctionner. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main et on vous passera un micro, comme ça on va bien vous entendre et vous pouvez poser votre question. Avant de poser votre question, j'inviterai à nouveau un son de cloche, ça nous permet de respirer tous ensemble et de recueillir la question. Vous avez remarqué qu'on filme la séquence, donc vous ne serez pas filmé puisque vous restez à votre place, vous n'avez pas besoin de venir ici, on ne vous verra pas à la caméra, on entendra votre voix. Si jamais ça vous pose un problème, qu'on entende votre voix sur l'enregistrement qui sera probablement mis sur YouTube pour tous les amis francophones qui peuvent bénéficier de ce moment, vous n'hésitez pas à aller voir notre frère Confiance et à ce moment-là, on enlèvera cette question, on fera un petit montage pour enlever si vraiment ça vous pose une difficulté, ce qui est tout à fait respectable. Si vous ne vous sentez pas de poser une question oralement, vous pouvez aussi écrire cette question, la faire passer jusqu'à notre sœur ici ou de ce côté-là, et on lira la question et on partagera sur cette question écrite. Voilà comment ça va fonctionner. Donc si quelqu'un a déjà une question, vous pouvez effectivement lever la main, et puis on va vous faire passer un micro. Ok, on a déjà 2, donc on va commencer là. Alors on va écouter un son de cloche, et on va se prendre une tasse de thé que notre sœur nous a généreusement préparée. Oui. Alors j'ai une question par rapport à la pleine conscience. Pour entrer en méditation en pleine conscience, j'ai l'impression de beaucoup ralentir et parfois ça marche moins bien. Et la question pour moi c'est comment être en pleine conscience et être en accord avec sa spontanéité, avec quelque chose qui vient comme ça. Et j'ai l'impression que pour être en pleine conscience, j'ai besoin de me concentrer, de me mettre dans un certain état, et que je ne sais pas comment ça s'accorde avec la spontanéité. Et donc, souvent, j'ai l'impression d'être dans une certaine gravité, une certaine intensité pour être concentré, pour me mettre dans cet état qui est parfois extraordinaire. Mais surtout quand je suis en échange avec les autres. Là, je ne sais pas comment ça s'accorde. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Et voilà, mon questionnement. Merci, c'est une très bonne question, très concrète, justement. Comme on les aime. Oui, c'est une très bonne question. Puisque là, ça fait référence à l'expérience du vécu. Donc, pleine conscience et spontanéité, est-ce que ça va ensemble? Et en particulier quand je suis en train d'écouter quelqu'un, comment ça s'articule? Est-ce qu'il y a un caractère de gravité dans la pleine conscience ou pas? Alors, on va voir. Moi, je pense que ça, c'est une question pour notre sœur Foundim.
Moi, j'ai essayé. Hein. Chers Thaï, chers amis, je vais commencer à répondre à cette question et comme ça ma sœur aura l'occasion de... S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, elle va continuer. Ça m'arrivait à moi aussi de penser que la concentration était quelque chose qui demandait un effort de ma part, une tension dans ma tête, dans mon corps. Et une chose que j'ai découvert, c'est que la concentration, au moins dans la pratique des villages japonais, c'est en fait relaxation. Et j'ai découvert une chose, le mot foyer, ça vient du feu. Et le feu, le foyer, c'est l'endroit dans la maison où on a la cheminée. Et ça vient, si on pense à nos ancêtres, il y a millions d'années dans le passé, qui vivaient dans les cavernes. Et on peut se rendre compte que apprendre à manipuler le feu, à créer le feu, c'est quelque chose qui a complètement changé la vie de nos ancêtres. Et il y avait beaucoup d'hostilité des prédateurs, l'obscurité, les conditions météorologiques. Mais une fois qu'il y avait du feu, il n'y avait pas de soucis. Les prédateurs, ils ont peur naturellement du feu. Le fait, on peut s'échauffer, on peut amener de la lumière dans l'obscurité. Donc, si on était proche du feu, il n'y avait pas de soucis. On avait des conditions pour se sentir en paix. Et c'est ça, c'est pas une coïncidence que foyer, c'est la même chose. C'est cet endroit où on peut se sentir en calme, sans problème, sans souci, en liberté. Et ça, c'est la pratique de la pleine conscience. Et c'est aussi le mot feu vient du latin focolare ou focus, que c'est le même mot en anglais pour dire concentration. Focus. Donc, ça changeait quelque chose en moi de penser, non, ce n'est pas nécessaire de faire un effort de ma part et de me concentrer et de ne pas laisser. Mais c'est en fait l'opposé, c'est de lâcher prise. Et c'est relâcher. Ça, c'est la concentration. C'est l'état d'esprit qui nous permet d'avoir clarté pour savoir comment répondre à la situation. Si je suis tense, si je suis comme ça va empêcher de répondre d'une manière adéquate à quel que ce soit le défi que je fais face dans le moment présent. Donc c'est précisément cet état d'esprit, cette relaxation qui permet une réponse spontanée en pleine conscience, de ne pas forcer quelque chose. La pleine conscience, ce n'est pas de forcer soi-même, de s'efforcer soi-même pour répondre de certaines manières, mais d'avoir l'état d'esprit, la calme, la relaxation, pour être capable de voir quelles sont les conditions qui sont dans le moment présent et comment puis-je répondre d'une manière adéquate et spontanée, correcte. C'est ça ma réponse. J'espère que mes frères et sœurs puissent complimenter. Compléter. Complimenter aussi. Moi, j'avoue, je suis impressionné. En espagnol, on dit complémentaire, c'est ça. Compléter, merci. Je propose qu'on prenne une autre question, et puis il y a probablement des échos qui vont se faire sur cette question qui est un peu à la base
de notre pratique, donc on peut continuer avec notre ami qui est au fond là-bas, et puis après devant, et puis là, voilà, on a déjà 4, ok. Est-ce que le micro peut circuler jusque derrière là-bas? On entend bien notre ami. Comme ça, on peut vous entendre plus, prendre plus la température, savoir comment ça chauffe là, le feu au milieu de la salle. On va écouter un son de cloche, et puis on va écouter notre ami là-bas. J'ai une question à la fois théorique mais très pratique. J'étais beaucoup interpellé par le schéma fait hier matin dans l'enseignement sur qui représentait la conscience du tréfonds, l'essence, manas. Et ça m'a frappé peut-être l'analogie qu'on peut faire avec une façon dont l'Occident se représente la psyché humaine. Et je voulais savoir jusqu'à quel point il y avait des analogies, des différences. Et une question qui me tient à cœur aussi, c'est la façon dont le pratiquant se relie au rêve. Parce que je viens de commencer un travail d'analyse et je découvre la profonde sagesse et puis parfois aussi des choses complètement incompréhensibles qui se déroulent dans des rêves. Et je voulais savoir si vous, en tant que pratiquant, vous faisiez qu'est-ce que vous en faisiez en fait de ces rêves de quelle manière vous faisiez un petit peu travailler, correspondre ce qui se passe dans la nuit et ce qui se passe dans le jour. Voilà. Merci. Chers amis, merci pour ta question. Si tu veux bien, je vais plutôt prendre la deuxième partie de ton intervention sur les rêves, un peu moins la première, parce qu'effectivement, on va partir sur quelque chose d'un peu théorique. Et en fait, ce qui m'est venu en t'écoutant par rapport aux rêves, c'est que, en fait, je suis devenu monastique suite à 2 rêves. Donc, effectivement, ça peut vous emmener loin d'interpréter vos rêves. Donc, c'est un langage extrêmement puissant, effectivement, et c'est tout à fait intéressant d'y porter attention, et ça correspond dans la psychologie occidentale donc à l'inconscient qui s'exprime, et chez nous, on va parler de la conscience du tréfonds. Donc c'est cet endroit d'où tout se manifeste, en fait. Et le rêve est un langage qui vient à travers des métaphores, à travers des images, nous enseigner. Donc c'est très très intéressant. Et voilà, entre autres, le deuxième rêve qui m'a amené à devenir monastique, vu comme ça, vous allez vous dire c'est un peu bizarre, mais c'est très intéressant. Je rentre dans une maison et je commence à monter un escalier. Et là, je rencontre une femme d'un certain âge qui me semble être une personne très sage, qui me regarde, et qui me sourit et qui me fait signe de continuer à monter. Donc je continue à monter. Et là, sur un palier, il y a un homme sur un fauteuil roulant, assis sur un fauteuil roulant. Et au moment où je passe à côté de lui, je ne comprends pas ce qui se passe, mais en fait, je le fais tomber. Et il dévale l'escalier. Oh non! Et là, je me retourne et je fais « Oh, c'est pas grave. »
Et puis je continuais à monter l'escalier. Je me réveille, je dis... Et j'étais dans une retraite au village des Pruniers, donc c'était en février 2015, peut-être 2015, avec mes 2 filles. Donc là, c'est aussi une période où on utilise les oracles, donc on utilise ce langage aussi. Donc on est baigné dans cette énergie, des métaphores, etc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais cette aspiration monastique en moi depuis quelques années, et je cherchais un peu comment l'exprimer. Et voilà, ça s'est manifesté à ce moment-là, pendant cette retraite, entre autres. Et là, je suis allé voir plusieurs monastiques et je leur ai demandé ce qui se passait, quoi. Parce que très vite, j'ai compris que le gars qui était sur le fauteuil roulant, qui dévalait la pente, c'était Taille, en fait. Je me suis dit, oh, bah, ça se présente bien, cette histoire monastique. Et voilà, et en cheminant avec les frères et sœurs, je vais vous passer des détails, parce que sinon ça va être un peu long, mais c'est intéressant de voir que finalement, ce qui semblait être comme ça un choc, quelque chose d'incompréhensible, est devenu une énergie, une source d'inspiration, quelque chose qui m'a... Au contraire, parce que ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, je l'ai vu tomber, j'ai regardé, mais j'ai continué à m'élever, j'ai continué mon chemin, en fait. Donc j'ai continué à porter quelque chose de ce qui m'a été transmis, on va dire, d'une manière un peu courte. Et finalement, ça s'est traduit par le fait que je sois là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et quelque chose qui est très intéressant avec les rêves, c'est que souvent, on a du mal à les interpréter. On peut toujours utiliser des supports, des livres, il y a plein de choses sur les rêves. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver sa propre compréhension, puisqu'on est dans un langage symbolique. Et une chose qu'on peut faire, qui est très intéressante et qui va bien avec la pratique aussi, c'est que quand on a un rêve comme ça un peu inachevé ou dont on ne comprend pas très bien le sens, eh bien on peut l'amener dans sa méditation. Et on peut le poursuivre. Et en particulier, ça marche bien dans une relaxation totale. On peut revenir dans le rêve et de manière consciente, de manière semi-consciente, on va dire dans un état légèrement modifié de conscience, on peut continuer à voyager avec ce rêve pour qu'il continue à nous enseigner quelque chose. Et on peut même transformer des éléments. Par exemple, si c'est un cauchemar, si c'est quelque chose d'un peu difficile, qui fait remonter des souvenirs ou des sensations, on ne sait pas trop quoi en faire, eh bien on peut les utiliser et on peut les transformer. Donc on a un pouvoir de transformation dont notre frère a parlé hier par rapport à l'enfant intérieur. Eh bien c'est la même chose, on peut utiliser ce matériau et par exemple à un moment donné faire venir un personnage dans le rêve en qui on a confiance et qui va amener de la lumière, qui va amener du soutien et qui va permettre d'embrasser cette situation qui apparaît dans le rêve, qui me met en stress, de manière à ce que ce stress soit accueilli, soulagé, parce que peut-être que moi tout seul, j'ai pas la force, mais si je fais venir Taille, si je fais venir la Vierge Marie, si je fais venir une forêt tout entière pour m'accompagner, ou des animaux, voilà, on fait confiance à ça, quelque part, je ne suis plus seul. Et là, on continue le chemin de transformation. Donc on peut même collaborer avec les rêves, ça c'est fabuleux. Moi je pratique ça. Et je continue à le pratiquer aussi avec certaines fois des amis en consultation ou bien des frères et sœurs. Ouais. Donc voilà. Merci. Chers amis, pour moi, pendant la journée, nous avons fait beaucoup de rêves aussi. C'est pas seulement pour la nuit, mais dans la journée. Si on n'est pas là, dans notre corps, dans notre esprit, on fait beaucoup de rêves. Et quand on n'est pas marché sur, quand on est marché sur le sol, mais on n'est pas là-bas et on fait le rêve aussi. C'est pour ça, pour les personnes qui n'a pas le chemin, qui n'est pas la sangha, qui n'est pas la pratique, on a toujours vivre en rêve. Mais quand on rencontre la réalité, c'est très très différent. Et on a
on a beaucoup de souffrance. Parce que confronter la réalité, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça cultiver la pleine conscience, c'est très important. On peut avoir le rêve, mais on peut éclairer par la pratique de pleine conscience, comme notre frère a dit. Et notre conscience du fond. Conscience du tréfonds. Du tréfonds. La conscience du tréfonds est toujours marché pendant la journée et la nuit. Et même si on est endormi, et ça fonctionne toujours. Et aussi, par exemple, quand on fait la bicyclette, et notre tête pense plusieurs choses, mais on est toujours en train de pédaler. Yeah. C'est ça, notre conscience du tréfonds faire pédaler. C'est pas notre conscience. Mais, et aussi, quand on a rencontré quelqu'un, mais on a oublié le nom, mais le visage, on peut reconnaître. Mais on laisse comme ça de temps en temps. Et puis, on continue avec une autre chose. Et ça, ça montait le nom de personnes qu'on connaît. Ça, c'est conscience du tréfonds travail. Et concernant la concentration, on peut pratiquer la pleine conscience, mais notre pleine conscience pas toujours continuellement. Parce que nous sommes un Bouddha partiel. Notre Bouddha est Bouddha à temps partiel. À temps partiel. Et nous sommes disciples de Bouddha. C'est pour ça que notre pleine conscience n'est pas toujours continuellement, mais avec la concentration, on peut développer notre capacité de pleine conscience. Et ça a duré plus longtemps. Ça veut dire c'est concentration. Par exemple, comme le soleil qui vient, et ça éclaire sur le petite fleur. Et au début, la petite fleur n'est pas épanouie, c'est ça? Oui. Et le soleil continue à pénétrer la chaleur, et après 3 minutes ou 1 heure, la fleur s'épanouit. Notre concentration comme ça. Et après on a cultivé notre concentration et on va avoir la vision profonde. Et dans notre vie quotidienne, on a vraiment besoin de vision profonde pour éclairer toutes les choses concernant notre pratique, notre relation. Si on ne peut pas voir clairement, on peut réagir comme notre d'habitude, mais quand on est la vision profonde, on peut voir plus clairement. Et on peut éviter beaucoup de conflits, de malentendus et couper la relation. Oui. On éviter beaucoup de choses.
protéger et protéger les autres. J'espère que vous pouvez comprendre. Merci, c'est super. Chapelle, Sœur Sangha. Ma question concerne la danse dans la relation, à savoir quel est ce point d'équilibre entre l'affirmation de soi et l'acceptation de ce qui est. Et que ce soit dans la vie de couple ou même dans notre chambre à partager à plusieurs. Voilà, j'aimerais questionner votre expérience de jusqu'où vais-je dans l'affirmation de mes propres besoins, dans l'expression de moi-même, et quelle est la part où je ou vous acceptez ce qui est là et qui perturbe, ou qui vient créer de la dissonance. Chère Taille, chère Sangha, pardon, ça vaut, switch en anglais. Je sais pourquoi mon frère me dit de répondre à cette question, parce que c'est quand même une chose où je suis souvent en difficulté quand même, de savoir quels sont mes besoins et comment poser les limites à ces besoins. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand j'ai un besoin qui n'est pas exprimé, je suis souvent... Les émotions sont en moi-même, sont dans l'imitation, dans... comment dire, frustration il y a en moi. Et du coup, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui tremble en fait, qui ne va pas. Et ça, c'est comme ça que je reconnais qu'un besoin n'est pas exprimé en moi, dans mon corps. Mais après, c'est comment je mets des mots sur ça, comment je m'écoute, comment je trouve un espace pour écouter ce besoin, et d'où il vient en fait, et pourquoi j'ai ce besoin. Et après, l'étape d'après qui est plus dure, c'est comment l'exprimer à l'autre. Et ça, pour moi, c'est pas si facile, parce qu'en général, ce que je faisais avant, dans mon fonctionnement, c'est que je me disais, d'accord, je vois que j'ai ça, j'ai ce besoin, mais l'autre, il a un autre besoin, et du coup, je laisse la place à l'autre. Ça, c'était ma réaction avant. Et du coup, je couvrais mon besoin, en fait. Et en faisant ça, plusieurs fois, ça fait, comment dire, c'est... Du coup, j'en étais à ne plus reconnaître mes besoins, en fait, et à les dénier, en fait, et puis prendre et recevoir le besoin de l'autre, et me faire toute petite par rapport à l'autre. Ça, c'était ma relation avant. Et quand on vit en communauté, au village, on partage la chambre avec plusieurs sœurs, on vit en communauté tout le temps, en fait. Donc, moi, ce que j'ai dû apprendre, c'était pouvoir dire non, et dire et trouver ce qui m'appartenait comme besoin et ce qui appartenait à l'autre, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça, c'était, et c'est toujours mon travail, de savoir quel est mon besoin, en fait. Et aussi, des fois, quand une personne, et aussi dans la relation à l'autre, quand une personne dit d'un besoin d'une façon aussi, l'exprime d'une façon aussi en colère, vous voyez que moi, du coup, j'étais complètement bloquée, parce que mon père était colérique, et ça me frustrait, et j'étais complètement
ce que j'ai compris dans la communauté, c'est qu'en fait, le plus important, c'est pouvoir s'exprimer, exprimer son besoin. Et d'abord, reconnaître et l'identifier. Et en fait, moi, comment j'ai fait, c'est quand quand je vois que j'ai des signes de tremblement ou des signes que ça ne circule pas, ou enfin, chez moi c'est comme ça, c'est tremble. Et bien là, je sais qu'il y a quelque chose à regarder. Et en général, j'essaie de ne pas réagir, mais me trouver un endroit plus tard. En général, je dis, ok, je sais que tu es là, dans ma tête, je sais que tu es là, je vais t'écouter. Pas maintenant, parce que là, je suis par exemple en train de faire la vaisselle ou faire la cuisine, mais plus tard. Je vais prendre cet espace pour m'écouter en fait. Et du coup, je regarde et je vois que dans la communication, il y a ça, et pourquoi ça me fait souffrir cette communication, ou pourquoi ça me fait réagir comme ça. Et après, du coup, le fait d'avoir contemplé, j'essaie de, souvent, enfin moi ce que je fais, parce que c'est souvent quand même mon enfant blessé, mon enfant qui n'est pas guéri, que j'essaie de prendre, d'embrasser en fait. Et en fait, après ça, d'abord je regarde moi, je m'embrasse, et quand j'ai fait vraiment un travail sur moi, sur l'origine de ce qui a causé cette injustice ou cette frustration ou ce besoin qui n'a pas été, je vais essayer de contempler et après me dire comment je vais faire à la personne qui est à côté de moi, lui exprimer mon besoin de cet espace. Et comment je vais le faire, mais de façon bienveillante. Donc en général, voilà, donc du coup, en général, j'écris. D'abord, en fait, je me fais souvent, j'écris sur un livre, souvent les choses qui sont blessées de mon enfant intérieur, et après comment la réconcilier, et après qu'est-ce que je peux apporter de mieux, quelles solutions je peux faire, et comment je vais m'exprimer envers l'autre en fait. Ça c'est du mieux possible. Et après ça, en général, parce que j'ai déjà fait, je vais voir la sœur, qui s'est déjà arrivée, et je lui dis, par exemple, tu m'as blessée, là quand tu as fait cette action, et en général, le fait de dire moi tu m'as blessé et comment, la personne en face, elle essaie de comprendre en fait une compréhension qui se développe et du coup ça nourrit. Voilà, on apprend à se connaître en fait les uns les autres et du coup la relation est plus solide et du coup elle fait plus attention parce qu'elle sait que ça m'a touchée en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Juste une petite chose qui est très claire dans ce que notre sœur vient de nous dire, c'est qu'en fait, l'acceptation, ça commence par soi-même. Donc avant même d'essayer d'accepter l'autre ou la situation de l'autre, je commence par moi en fait. Donc je mets le focus et toute la pratique, c'est ça. Et on a été un peu conditionné sur il ne faut pas être égoïste, il faut servir les autres, etc., se sacrifier, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc c'est d'abord moi. Il faut que je regarde qu'est-ce qui a été touché et quel est le besoin qui émerge. Et juste, moi, dans ma façon d'exprimer, c'est un peu différent de celle de ma sœur. Je vous donne un autre angle. Quand je sens que j'ai besoin, et on va avoir cet après-midi une session tout à fait sur ce thème-là, donc je ne vais pas développer trop longtemps, mais juste, plutôt que de dire « tu m'as blessé », moi je vais dire « je me suis senti blessé ». Parce que c'est souvent plus facile à recevoir et c'est en plus plus juste pour moi, c'est plus vrai. Peut-être c'est d'ailleurs comme ça que tu le pratiques aussi, mais voilà, juste pour nuancer, je reste propriétaire de mon ressenti. C'est pas la responsabilité de l'autre, c'est juste mon ressenti. Donc là, quelque part, c'est aussi plus juste et plus facile à recevoir. Voilà. Alors peut-être nous allons écouter la question
de notre ami ici. On a déjà eu 3 hommes, donc on va peut-être prendre au moins 2 femmes. Voilà, il y en a d'autres derrière. Parce que ils sont... Ah voilà, il y a plein d'autres femmes qui se réveillent. C'est bien, et franchement, d'avoir des hommes dans une retraite, je pense qu'on peut les remercier, parce qu'ils sont quand même souvent minoritaires, ils sont là, ils sont bien vivants, bien courageux. Merci d'être là, les gars. Alors on va écouter un son de cloche. Chère Thaï, chère monastique, chère Sangha, j'ai eu la chance d'aller au village des Pruniers, de rencontrer Thaï, de l'écouter parler de la vision profonde, de la vue juste. Et puis quand il parlait de la vue juste, il parlait de la non-naissance et de la non-mort. Et je me souviens aussi, avant une marche méditative, il nous avait partagé que même quand il ne serait plus là, on pouvait toujours l'appeler pour marcher avec nous et il serait là. De respirer avec nous et il serait là. Et moi j'ai vraiment gardé cette pratique, pour moi qui me va le mieux, c'est celle de la marche méditative. J'essaye de toujours être en conscience avec lui quand je marche. Et il y a maintenant bientôt 2 ans, on a eu la chance d'avoir aussi des monastiques avec nous à une retraite en terre Sangha suisse, avec des frères qui ont pu l'accompagner dans ces derniers moments. Et ça a été bouleversant ce qu'ils nous ont partagé. Et une des choses qui m'a personnellement bouleversée, c'est le fait qu'il ait, alors dit peut-être quelques années avant, ou en tout cas il s'est fait comprendre par rapport à ça, qu'il fallait surtout pas qu'on s'inquiète, que dès qu'il pouvait, il serait de nouveau là. Et ça, moi, ça m'a vraiment touchée, certainement par rapport à des propres blessures que je ne vais pas développer là, mais que je berce et que je prends soin. Et en fait, je voulais aussi profiter de vous remercier, de continuer, d'être sa continuation, continuité, avec vos sourires, votre enseignement, votre présence. Et je voulais aussi remercier Ong et toute l'équipe de préparation pour nous mettre des photos de Thaï un peu partout, pour vraiment sentir sa présence avec nous. Et en fait, ma question très concrète du coup maintenant, c'est vous personnellement, comment vous ressentez la présence de Thaï? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre intérieur, dans vos cellules, dans votre souffle? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt extérieur, avec le chant du vent, le murmure de l'eau du ruisseau, le chant des oiseaux? Est-ce que c'est un tout, le tout? Ou est-ce que vous avez fait des expériences de vision profonde par rapport à ce contact encore avec lui qui est toujours présent? Merci. Chère famille, je suis en pleine conscience parce que sinon j'ai tombé le verre des fraises. Moi, quand je suis ordonnée en 2003 et après quelques mois, j'ai passé beaucoup de temps avec Thầy comme son attendant depuis de la vie de monastique jusqu'au après 6 mois, il est tombé malade. Pour moi, je me sens j'ai beaucoup de chance d'avoir l'opportunité à côté de Thầy. Pour participer
il me manquait beaucoup. Et, la dernière retraite en Espagne, 2014, et puis la retraite en Allemagne, 2014. Je suis son attendant pour faire la cuisine. Et il m'a donné beaucoup de messages. Mais en ce moment-là, j'étais très innocente. Je juste écoutais comme ça et il m'a demandé pour continuer son chemin. Je suis désolée. Et puis, aider les jeunes qui viennent au village du Grenier pour pratiquer et renouveler le bouddhisme en Europe, en Occident. Et j'ai reçu beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Thầy anh là quelqu'un qui est traverser sa vie, je peux recevoir beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension avec les autres. Et sa façon de vivre qui m'a donné beaucoup de leçons. Même si quand il est malade, il a toujours gardé sa pratique très correcte. Je me souviens au début de l'année de Nouvel An, il a toujours pratiqué offrir l'encens sur l'autel pour exprimer son gratitude avec son maître et ses ancêtres, enseignants. Et il fait comme ça après visiter la chambre des frères au hameau du Haut et il veut retourner sa maison, sa ermitage pour
continuer sa pratique comme d'habitude. Et Thầy, il a beaucoup de passion avec ses disciples. Patience. Pa- Patience. Patience. Yeah. Chacune de nous est différent. Thầy, il a toujours aidé avec différentes façons. Même si quelquefois on a reçu très fort et quelque chose de très léger, mais tout ça vient de son amour. Parce qu'on sait que pour moi, j'ai besoin de quelque chose de plus léger et pour notre frère plus fort pour aider ses disciples à traverser leurs difficultés, leurs souffrances. Et Thầy nous a dit que quand on est à côté de Thầy, mais on n'est pas pratiqué, c'est-à-dire on n'est pas sa continuation. Même si on est très loin de Thầy, mais on peut prendre soin de nous-mêmes quand on est des émotions fortes, quand on est dans l'espoir, quand on est dans la souffrance, quand on se souvient de prévenir notre respiration et on peut poser un pas sur la terre avec l'énergie de pleine conscience, c'est-à-dire Thầy est toujours là. Pour moi, quand je ne sais pas ce que je lis, j'ai toujours invité Thầy. Thầy, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Et Thầy est en moi, et Thầy est en vous. Thầy n'est pas ailleurs. Même si on n'est pas voir sa forme, mais sa forme physique, son physique, mais il est toujours dans notre pratique et on peut devenir son belle continuation grâce à notre pratique. Et ça suffit. Je prends beaucoup de temps parce que j'ai pleuré beaucoup, je suis désolée. Mais en fait, tout le monde veut parler sur Thaï, forcément. Oui, donc, ça sera bref. Déjà peut-être juste avant, peut-être Une sonde de cloche. un son de cloche et remercier notre grande sœur aussi de nous partager son cœur et ses émotions, c'est magnifique. C'est vraiment un très très beau cadeau. Et c'est Thaï. Chers Thaï respectés, chers amis, ça sera bref ma réponse, mais je vais profiter pour faire une petite précision, parce que quand ma chère sœur Humanité m'avait présenté, elle avait dit que je n'ai pas trouvé ma vraie aspiration dans la philosophie et que je changeais de chemin pour devenir moine. Ça, c'est partiellement vrai. En fait, je sens que j'ai retrouvé ma vraie aspiration dans la philosophie. Et c'est à cause de ça que je suis devenu moine, parce que c'est ici, comme moine, que je peux réaliser mon aspiration plus profonde, que c'est aussi dans la philosophie. Et l'enseignement de Thaï qui m'a touché plus profond et qui m'a inspiré dans ma vie, c'est quand j'étais en train d'étudier philosophie, j'ai découvert ce livre qui s'appelle « Être paix ». Et dans ce livre, Thaï a présenté les 14 entraînements à la pleine conscience.
Et là, ce livre que j'ai lu, c'est une édition ancienne, donc il n'était pas encore entraînement. On parlait à ce moment-là des préceptes de la pleine conscience. Et les premiers préceptes disaient il ne faut pas s'attacher ou être dogmatique à aucune religion, inclut le bouddhisme. Ne pratique pas le fanatisme, il ne faut pas devenir dogmatique à aucune idéologie ou religion, inclut le bouddhisme. Ça m'a touché beaucoup. Le deuxième entraînement disait il ne faut pas croire qu'on a la vérité absolue. Il faut maintenir l'esprit ouvert pour écouter les idées des autres et être ouvert pour se questionner soi-même dans ses propres croyances. Et le troisième précepte à ce moment-là, il ne faut pas imposer nos points de vue aux autres. Il ne faut pas utiliser la force, l'argent, le pouvoir et la propagande pour imposer nos points de vue aux autres, et spécialement aux enfants. Donc c'est ça exactement que je cherchais dans la philosophie. Cette qualité d'ouvrir l'esprit, la liberté de penser, de ne pas penser qu'on a la vérité absolue. Et s'il y a un endroit dans le monde où je peux mettre toute mon énergie pour réaliser cet idéal en moi-même et aider aux autres personnes à faire ça, je vais être là. Et c'est ça, chaque fois que j'ai l'occasion de partager ça avec quelqu'un d'autre, je sens que Taï est en train de vivre à l'intérieur de moi. C'est ça. Merci. Chère Taï, cher respecté Taï, chers amis, quand on dit cher respecté Taï, c'est vraiment hommage à lui tout le temps, en fait. C'est vraiment, on a beaucoup de gratitude d'être là et d'être sa continuation. Et en fait, quand vous avez mentionné et posé la question de Taï, juste devant moi, en fait, regardez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a un papillon. Et pour moi, c'est ça, Taï. C'est le cocon qui s'est métamorphosé en papillon. Et le papillon est très éphémère. Et là, en fait, il a plus sa forme physique, mais il est métamorphosé dans plein de monde, en fait. Dans nous, qui est ici, et dans nous, qui essayons de continuer le plus possible. Et en général, quand je commence justement à être en face de vous, là comme maintenant, faire des questions-réponses ou faire des activités ou faciliter, souvent en fait, j'appelle Taï. Parce que sinon, en fait, je sais que ce que j'essaie de lui demander, souvent je lui demande, dis-moi, éclaire-moi, pour que je puisse répondre à ces personnes, en fait. Et puis pour que ta pratique soit là avec moi. Et ça, à chaque fois, dans chaque activité, quand je fais une marche méditative, je prends la main de Taï et j'essaie de l'inviter à chaque pratique. Parce que pour moi, je sais que je ne suis plus toute seule, je sais qu'il est là et que c'est un soutien en fait. Merci. Donc voici la question. Je me questionne sur la tristesse, qui est très souvent présente au fond de moi. Malgré mon amour pour la vie,
mon enthousiasme présent par moments. Cet état de tristesse prend le dessus, comme un ambassadeur. Comment s'en libérer ou même la remplacer par la joie et l'amour? Merci. Chers Thaï, chers amis, je veux bien commencer. Parce que la réponse, elle est déjà dans la question, pour moi. La tristesse est un ambassadeur. Donc la tristesse, comme toutes les autres émotions, elle vient me dire quelque chose. Et mon aspiration, mon souhait profond, et c'est comme ça que je pratique, c'est de parvenir à lui dire oui. Oui, ma tristesse, viens, prends ta place, entre dans mon salon, installe-toi et raconte-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais souvent, nous avons peur de nos émotions fortes, et en particulier de la tristesse, ou du désespoir, de l'anxiété. Donc on a tendance à les repousser. Et elles vont se renforcer, puisqu'elles vont revenir taper à la porte en disant « Mais tu m'as toujours pas écouté ». Donc en réalité, il n'y a pas tellement d'autres options, si on peut, que d'accueillir. Et surtout, ce qui est très intéressant, il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que je vais découvrir la vraie nature de la tristesse. Souvent, j'ai une idée sur ce qu'est la tristesse. Mais la vraie nature de la tristesse, elle est dans mon corps. Donc ça veut dire, je vais écouter la tristesse, comment elle se manifeste dans mon corps. Quelles sont les sensations associées à la tristesse? Est-ce que j'ai des tremblements? Ma sœur parlait tout à l'heure de tremblements. Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que j'ai envie de me rouler par terre? Qu'est-ce qui se manifeste dans mon corps? Et de donner l'autorisation et la possibilité à mon corps de manifester ce qui est en train de s'exprimer. Et là, je vais découvrir des choses. Parce que la tristesse, c'est comme toutes les émotions, elle va émerger, puis exister, puis ensuite elle va se transformer. Elle bouge, elle n'est pas permanente en fait, elle change. Et donc elle va m'amener peut-être vers autre chose. Peut-être que de la tristesse, je vais arriver à la colère. Ah, tiens, ah ben il y a du monde dans le salon. Allez, on va rentrer de la colère aussi. Et puis, voilà, je suis le fil, et c'est mon corps qui me guide. Et là, je fais des découvertes intéressantes, et surtout, je cultive la non-peur, la capacité à être avec ce qui se manifeste, quoi qu'il se manifeste. Ça suppose, comme notre frère nous l'a enseigné hier, de cultiver au quotidien aussi la joie, de cultiver l'émerveillement, de cultiver la connexion avec le vivant, en allant dans la nature, en étant présent pour les personnes qui sont autour de nous, en partageant des sourires, des regards. Donc on doit nécessairement cultiver cette énergie, parce que c'est cette énergie-là qui va nous permettre aussi d'avoir un salon pour accueillir les autres émotions, un salon qui soit confortable, lumineux, rassurant. Sinon, effectivement, j'ai peur que cette tristesse m'envahisse. Donc on trouve l'équilibre. Et il y a une chose que j'ai découverte dans la pratique qui est absolument incroyable, qu'on ne m'avait jamais expliqué avant, c'est qu'en fait la tristesse et la joie coexistent parfaitement bien. Alors moi, dans mon mental dualiste, je n'avais pas compris en fait. Je pensais que c'est ou t'es triste, ou t'es joyeux, t'es joyeux. Et Frère Faplier nous a donné l'exemple des enfants. Ça peut être les deux en même temps. Ou sur un temps très court. Maintenant, quand je touche de la tristesse en moi, je touche la joie en même temps. Parce que je suis heureux
d'avoir la capacité d'accueillir ma tristesse. Ça me rend heureux. J'ai confiance. Je sais que je suis capable. Merci les amis pour votre écoute. Il faut appuyer sur le bouton vert. Il faut que ça soit vert. Cher Taï et cher Seigneur, j'ai une question concernant l'impermanence. Je ne m'y retrouve absolument pas. Entre l'impermanence et la solidité, comment faut-il faire? Et si c'est être dans le présent, eh bien je ne m'y retrouve pas non plus, parce que le présent, je ne peux pas le saisir. Si j'y pense, je suis déjà dans un autre présent. Donc, comment faire pour vivre avec ça? Est-ce que vous avez une réponse un peu facile à comprendre? Merci beaucoup. Merci pour ta question. Est-ce que tu veux bien nous aider encore un peu avec ta question, en nous donnant peut-être à voir quelque chose de concret? En quoi, dans ta vie, cette question que tu viens de nous poser sur l'impermanence te pose une difficulté, mais de manière un peu plus précise, plus concrète? Eh bien, par exemple, nous perdons tous ceux que nous aimons. Eh bien, nous décédons et nous créons un chagrin pour les autres. Et pour finir, moi je ne m'y retrouve pas parce que je me dis que, par exemple, pour Taï, j'ai toujours accès à lui maintenant. J'ai plus peur qu'il décède puisqu'il est décédé. Alors là, je suis complètement dans quelque chose qui est complètement à l'envers pour moi. Et je peux toujours faire appel à lui. Alors j'y comprends plus rien. Cette impermanence, est-ce que c'est pas plutôt une transformation? Et sur quoi est-ce que je peux m'appuyer dans la vie, puisque tout est impermanent? Je ne peux même pas m'appuyer sur la solidité de la montagne. Elle aussi, elle a des cycles. Elle ne sera pas toujours pareille. Alors si je veux intégrer cette solidité de la montagne à l'intérieur de moi, j'intègre aussi de la permanence. Alors comment je fais avec ça? Face aux difficultés, face à la souffrance. Comment il faut faire? Sur quoi compter? Peut-être même que les enseignements, est-ce qu'ils sont permanents? Ou est-ce qu'ils sont impermanents? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très très beau. Bon bah, à vous de jouer. Hein. Je suis désolé, c'est l'heure, tout est impermanent. J'espère que vous allez vous amuser avec cette contemplation, qui est quand même un beau cadeau que nous fait notre famille. Moi, ah non, en fait, on a encore un petit peu de temps. Bon, je fais exprès. C'est quand même important, parce qu'effectivement, on aborde des sujets de fond, de toujours garder un petit sens de l'humour quelque part, pour être sûr qu'on ne se prend pas au sérieux non plus. Parce qu'en fait, voilà, ça y est, j'ai commencé, je suis désolé. En fait, on se fait attraper par des concepts, par des notions. Et ces notions, elles nous enferment, parce qu'en fait, il y a des choses incroyables dans cette vie, c'est que tout est mystérieux, et qu'on ne peut rien saisir maintenant. Donc à partir du moment où on saisit, on essaie de définir, on est déjà piégé. On reviendra dessus demain. Ça fait partie de l'enseignement qui va être partagé demain. Voilà, donc pour dire aussi que c'est pour ça que régulièrement aussi je ramène une touche d'humour pour dire oh, ok, on peut. Même si la question est très belle et essentielle, sur quoi on peut s'appuyer dans la vie, hein, j'ai bien entendu ça, puisque tout est impermanent. Alors on va voir s'il y a quelque chose qui se manifeste auprès de mes frères et sœurs. Frère sagesse.
chez Sangha, Thầy nous a dit qu'il faut vivre, dans l'impermanence. Il ne faut pas passer par la notion, comme notre frère a dit. Grâce à la vision profonde de l'impermanence, on peut, chaque jour, on peut cultiver la joie, la paix, le bonheur pour nous-mêmes et on peut offrir à les autres. Si on peut vivre comme ça et comme notre bien-aimé va décider, on ne regrette pas. On a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, parce qu'on a beaucoup de regrets. On n'est pas faire bonnes choses, on ne peut pas faire offrir quelque chose pour notre bien-aimé. On regrette comme ça. Et on regrette sur la relation déjà coupée. C'est pas la réalité de notre bien-aimé décidé. Mais ça, en profondeur, on voit c'est la regret qui est là. C'est pour ça, je vous encourager pour savourer la vie, traverser votre pratique la pleine conscience, et aussi si on peut faire quelque chose, ça va porter de bonheur ou de la joie de notre bien-aimé, on peut faire tout de suite, maintenant. Moi, je suis très timide. Je n'ai pas dit à maman je t'aime avant de devenir nonne. C'est pour moi, c'est quelque chose de très secret et je veux garder en moi-même, même si j'aime beaucoup ma mère, mais je ne peux pas dire. Mais avec la pratique, j'ouvre beaucoup et Thầy m'a enseigné qu'on peut dire tu peux dire à ta mère directement, il y a comme ça. Et quand je suis retournée à ma famille après quelques années, et j'ai pratiqué, et j'embrasse ma mère en mes mains, et je dis maman, je t'aime beaucoup. Et j'ai pleuré beaucoup, parce que c'est la première fois que je peux dire. Et ma mère, elle est très contente, super contente. Et je sais que la pratique m'aide beaucoup pour traverser ma timidité. Ma timidité. Et je ne regrette pas que je dis pas quelques mots comme ça avec ma mère. Et pour prendre soin d'elle aussi, quand j'étais à la maison, j'ai toujours donné un massage à elle avant de dormir et fait la cuisine pour elle. Et on a passé beaucoup de bons moments ensemble. Et quand j'ai quitté ma maison pour aller revenir au village, je ne regrette pas. Parce que j'ai déjà fait quelque chose, j'ai besoin de faire. Et je ne regrette pas. Et ma mère toujours en moi-même, c'est pour ça, même si chaque 4 ans, on peut visiter une fois par 4 ans, mais je toujours rappeler ma mère en moi-même et pour pratiquer avec elle. Et ça suffit pour moi. Et je pense que tout le monde fait la même chose. Merci beaucoup. Merci sœur, merci frère.
Merci Sœur Bienveillance, merci les amis. Il est l'heure, donc on va s'arrêter là. Je vous ai invité tout à l'heure à contempler sur cette question, donc c'est bien parce que là vous avez la possibilité de continuer à le faire. Encore une fois, on a un partage du Dharma cet après-midi, donc allons-y, explorons ce qui se manifeste en nous. En tout cas, vraiment, un grand merci à vous tous. Cette session, elle a nourri notre cœur, elle a nourri notre confiance, elle a nourri notre amour, elle a nourri notre corps de Sangha, et c'est ça le plus important. Donc je nous propose de terminer avec 3 sons de cloche et de bien inscrire dans notre cœur les bénéfices de cette session. Et si vous le sentez aussi, avec le 2e et 3e son de cloche, vous pouvez les offrir à votre maman, à votre papa, à vos amis, à vos enfants, à la terre-mère. Voilà. On est généreusement offrir ce que nous avons su si magnifiquement cultiver ensemble. Merci.